Bonjour, je suis Marine Delaroche, je suis assistante en maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière et je vais être votre conférencière pour l'année en maladies infectieuses pour les comptes Raphaël. Alors, Monsieur C, malien, se présente aux urgences pour de la fièvre, des vomissements et des diarrhées associées à un ictère clinique cutanéo-muqueux. Il est rentré il y a une semaine d'un voyage au Mali. Il n'a pas d'antécédents particuliers et il a un examen clinique qui retrouve une fièvre à 38,5, une fréquence cardiaque qui est à 95 par minute, une tension artérielle normale. Il a un Glasgow à 15, sans raideur méningée, et il se plaint de douleurs abdominales à la palpation. Il n'a pas de défense ni de contracture. Et il a un examen cardiopulmonaire sans particularité. Alors, quels principaux diagnostics devez-vous évoquer ? Première réponse, bien sûr, à évoquer, c'est le paludisme. Toute fièvre au retour d'un pays tropical est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Dans les autres hypothèses que vous pouviez évoquer, il y avait l'hépatite A, qui est une maladie très fréquente en Afrique. Et les symptômes du patient sont tout à fait compatibles avec une hépatite A. Il a des douleurs abdominales, de la fièvre, un ictère. Ensuite, vous aviez la leptospirose, qui est une maladie aussi qu'on pouvait évoquer. La leptospirose, c'est une maladie qui est transmise par les rongeurs, notamment par les rats. C'est une maladie qu'on trouve dans le monde entier, mais surtout dans les pays chauds, tropicaux. Et le tableau clinique qu'on retrouve, c'est souvent un syndrome infectieux un petit peu aspécifique. Les patients ont de la fièvre, souvent des douleurs abdominales et un ictère en général important, et on peut retrouver aussi des signes hémorragiques, signes qu'ils n'avaient pas là, mais on devait quand même évoquer la leptospirose. La dengue, c'était aussi une pathologie qu'on pouvait évoquer parce que le Mali, même si c'est pas une zone d'endémie majeure, c'était quand même, on en trouve quand même, et donc on pouvait aussi évoquer cette maladie qui donne comme symptômes de la fièvre, des douleurs abdominales et aussi souvent des signes hémorragiques en raison d'une thrombopénie. Le choléra, en revanche, c'était pas du tout une pathologie à évoquer. Le choléra, ça donne des diarrhées aussi, mais avec jamais de fièvre et jamais d'ictère non plus. Donc, c'était pas du tout la principale pathologie à évoquer. Donc, le diagnostic parasitaire est confirmé. Le reste du bilan biologique retrouve une thrombopénie à 45 000, une anémie à 9,5 g, 8 700 globules blancs. La créatininémie est à 280 micromoles par litre. Le bilan hépatique retrouve une cytolyse à environ 10 fois la normale, une bilirubine à 52 micromoles par litre, une glycémie à 2 millimoles par litre. Parmi ces paramètres, quels sont les critères de gravité ? Donc les critères de gravité du paludisme selon l'OMS, vous avez un moyen mémotechnique que vous connaissez probablement tous, qui est Cachy-Cachot, auquel on peut rajouter le P pour la parasitémie. Donc pour vous les rappeler, le C c'est collapsus cardiovasculaire ou choc, le A c'est pour anémie profonde mais inférieure à 7 grammes par décilitre, ce qui n'était pas son cas. La CIVD, qui peut être responsable d'une thrombopénie. L'hypoglycémie inférieure à 2,2 millimoles par litre. Donc notre patient avait une hypoglycémie à 2 millimoles par litre, donc il avait ce critère de gravité. L'insuffisance rénale aiguë avec la créatininémie supérieure à 265 micromoles par litre, ce qui était le cas de notre patient. Le coma avec un Glasgow inférieur ou égal à 9. L'acidose, les bicards inférieurs à 15 millimoles par litre, le pH inférieur à 7,25 ou l'hyperlactatémie supérieure à 4 millimoles par litre. Vous avez aussi les convulsions généralisées répétées, l'hémoglobinurie macroscopique, l'OAP ou SDRA et donc la parasitémie supérieure ou égale à 4%. Donc notre patient avait 3 critères de gravité qui étaient la créatinine, la bilirubinémie élevée et l'hypoglycémie. Quelle attitude thérapeutique adoptez-vous ? Donc ce patient présente, comme on vient de le voir, plusieurs signes de gravité. Il faut savoir qu'un seul signe de gravité doit faire proposer une hospitalisation en soins continus. Donc ce patient nécessitait d'être hospitalisé en réanimation et non en médecine. Et pour le traitement,
Le traitement de référence aujourd'hui du paludisme grave est l'artésunate. Il faut que vous sachiez que si l'artésunate IV n'est pas immédiatement disponible, c'est-à-dire dans les 2 heures sur le site hospitalier, vous pouvez commencer un traitement par quinine IV et relayer ensuite le traitement par artésunate dès que ce traitement est possible. Dans les autres traitements antipaludéens, donc l'atovaquone proguanil est réservé aux palus non graves avec un patient qui ne vomit pas et la quinine est donc réservée aux palus non graves avec un patient qui vomit parce qu'on peut donner le traitement en IV, aux femmes enceintes et donc comme on vient de le dire, dans les palus graves en l'absence de disponibilité de l'artésunate. Aujourd'hui, il est très très rare que l'artésunate ne soit plus disponible parce qu'il est disponible même aujourd'hui dans un certain nombre de pharmacies de ville, donc probablement vous ne rencontrerez pas ce genre de problème. La radio de thorax que vous faites dans ce contexte donc, est la suivante, interprétez-la. Ici, vous voyez donc un foyer alvéolaire bilatéral, donc à gauche et à droite. Aux bases, les deux. Vous avez une silhouette cardio-médiastinale qui est normale, avec un indice inférieur à 0,5, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il ne semble pas y avoir d'adénopathie, ni d'épanchement pleural. Donc cette radiologie nous fait évoquer le diagnostic de pneumopathie bilatérale acquise sous ventilation mécanique qu'on appelle PAVM. Le microbiologiste vous envoie la photo suivante issue du PTNP du patient. Que voyez-vous? Donc vous voyez décoxygramme plus en amas. Donc la coloration de grammes, comment ça marche? Ça va permettre de différencier 2 types de bactéries en fonction de la paroi de ces bactéries, en fonction de si elles ont ou non un peptidoglycane. Le peptidoglycane, c'est un composant de la paroi de certaines bactéries. Certaines en ont, certaines n'en ont pas. Celles qui n'en ont pas, c'est les bacilles, c'est les bactéries à Gram négatifs, et celles qui en ont un, c'est les bactéries à Gram positifs. Donc comment ça se passe cette coloration? Donc on va d'abord fixer les bactéries par chaleur, et puis ensuite on va colorer toutes les bactéries en violet, avec de la gentiane, donc toutes les bactéries seront violettes. Ensuite, on va stabiliser avec du Lugol, peu importe, et puis ensuite, on décolore les bactéries, on va les vider de leur coloration violette. Et les seules qui vont être capables de se vider de cette coloration violette, ce sont celles qui n'ont pas de peptidoglycane. Le peptidoglycane, c'est une espèce de paroi très épaisse autour de la bactérie, et donc celles qui ont un peptidoglycane vont avoir capturé ce violet et ne vont pas pouvoir le libérer. Donc il n'y a que les bactéries à Gram négatifs qui vont être capables de le libérer. Et après ça, donc on a les grammes négatifs qui sont transparents, donc qui ne se voient pas, les grammes positifs qui sont toujours violets, et on va recolorer de nouveau avec un deuxième colorant qui cette fois-ci est rose, c'est la fuchsine, et qui va colorer uniquement les bactéries qui n'ont pas déjà du colorant en rose. Et vous aurez donc 2 types de bactéries, les bactéries à grammes négatifs qui seront roses et les bactéries à grammes positifs qui sont violettes. Quel est votre traitement de première intention, sachant que le patient n'a pas de critères de gravité? Donc, le traitement d'une colite à Clostridium difficile, c'est d'abord d'arrêter dès que possible l'antibiothérapie afin de stopper cette diarrhée, mais attention, il n'est pas obligatoire d'arrêter le traitement. Il faudra simplement que vous disiez qu'il faut l'évoquer. Et dans la mesure du possible, substituer votre traitement par un autre antibiotique qui serait moins pourvoyeur de colite à Clostridium difficile. Les principaux antibiotiques qui sont responsables de cette pathologie sont l'augmentin et l'adalacine, qui sont particulièrement responsables de ça. Ensuite, le traitement efficace contre cette colite, c'est le métronidazole
Peros. Gardez bien en tête que c'est le traitement Peros qui est plus efficace que le traitement IV parce que l'infection elle est dans la lumière du tube digestif et donc si vous avalez les comprimés, c'est forcément plus efficace que si vous l'avez en intraveineux. Donc dans la mesure du possible, vous lui donnez Peros. Si ce n'est pas possible, vous pouvez donner du métronidazole IV. La vancomycine, donnez uniquement Peros parce qu'elle, en IV, elle ne marchera pas du tout, donc c'est uniquement Peros, elle. Vous pouvez la donner, mais pas en première intention. Elle est indiquée seulement en cas d'échec du métronidazole, environ 3 à 5 jours d'échec. Dans les formes sévères d'emblée, si vous avez une contre-indication au métronidazole ou en cas de récidive. Ensuite, dans les propositions, vous aviez la transplantation fécale qui est aujourd'hui discutée. Elle est utilisée parfois et elle est dite très efficace, mais en tout cas, pour vous, elle n'est absolument pas indiquée en première intention dans cette situation. 1 an plus tard, le patient a de nouveau voyagé au Mali. Il a bien suivi vos recommandations concernant le risque palustre, mais il se représente avec de la fièvre, cette fois-ci à 40,5, donc très élevé, avec des diarrhées à nouveau. Votre examen clinique retrouve une splénomégalie. La tension du patient est à 12,8, la fréquence cardiaque est à 75. Quelle est votre première hypothèse diagnostique ? Donc là, il fallait quand même, il y avait plusieurs choses à voir. Donc une fièvre très élevée associée à une fréquence cardiaque qui est basse par rapport à la température. On s'attendrait plutôt à avoir une fréquence cardiaque aux alentours de 100. Là, on retrouve donc une dissociation pouls-température, un patient qui a des diarrhées, qui n'a pas le palu puisque il a bien suivi vos recommandations concernant le risque palustre. Donc, la première hypothèse à évoquer était bien sûr la fièvre typhoïde, par argument de fréquence, par argument de gravité et devant ce tableau clinique. Les autres diagnostics sont éventuellement imaginables, mais bien derrière la fièvre typhoïde.